Merci beaucoup, chère madame, pour pour m'avoir invité à participer à cette rencontre continentale et internationale. Je voudrais remercier également les collègues qui m'ont précédé, mon ami professeur Chkondi, ma collègue madame Boukili et cher ami également, monsieur Younes Zakari. C'est un grand plaisir de participer à cette rencontre, comme je l'ai dit. Et d'ailleurs, je dis la bienvenue à M. Diallo qui vient de l'université de Cheikh Anta Diop. Et c'est un grand plaisir de participer par une communication, chère madame, sur le leadership. Et permettez-moi d'abord de faire quelques constatations sur l'état des lieux de la gouvernance et de la pratique de la gouvernance d'une manière générale. J'ai dégagé sept paradoxes, mais comme l'a dit M. Chkondi, il faut être optimiste. Tout en dégageant sept paradoxes, je vais avancer sept pistes de progrès pour être équilibré dans ma communication. D'abord, le premier paradoxe, il réside dans la perpétuation de la rente et l'instabilité dans tous ces États. Euh, voilà donc la première constatation. La deuxième, il réside dans le paradoxe de la crise euh, d'idées mobilisatrices et des priorités de développement. La troisième paradoxe, il comporte les paradoxes de la fragilité des systèmes productifs et du chômage des jeunes, de la classe fragile. Quatrième paradoxe, il réside dans les paradoxes de la démocratie représentative et de la gouvernance territoriale, nationale ou continentale. Cinquième paradoxe, je vois qu'il est fondamental. Il comporte les paradoxes de la reddition des comptes et de la responsabilité africaine sociétale. Sixième paradoxe, euh, c'est un peu pédagogique et scientifique, c'est les paradoxes de l'université, de la société des savoirs et de l'économie des savoirs. Le dernier paradoxe de la formation, est pas loin du sixième paradoxe, il réside dans la formation des, dans les humanités et de la culture de la gouvernance démocratique. Voilà, madame, mes sept paradoxes. Mais quel, quel leadership, quel leadership africain pour faire face à ces paradoxes et en même temps pour combler le cap qui peut percer, qui peut apporter une nouvelle approche, un nouveau modèle de développement pour l'Afrique, dépassant toutes les contraintes et les handicaps. Pour les cinq pistes, voilà, donc il y a cinq pistes pour nos leaderships africains de demain. D'abord, je propose une certaine contextualisation des structures, des ruptures, des enjeux et des défis de la gouvernance mondiale et en même temps de la place de leadership africain dans le cadre de ce changement mondial. D'ailleurs, moi, je prends pour un cogito africain une nouvelle réflexion. Cogito revient à cogito cartésien, où il y a qui dit je pense donc j'existe. Il faut un nouveau corpus théorique de mobilisation de la population, des acteurs même de la gouvernance mondiale, les acteurs continentaux, les États. C'est pour ça que je parle d'un nouveau cogito africain, continental, qui permet ici et maintenant de tracer un nouveau projet sociétal de développement du continent africain. Et ce cogito, à mon sens, il se manifeste par la réflexion, par la mise en place d'un corpus théorique selon l'idée de Max Weber, un corpus théorique homogène qui permet de spéculer, de débattre et de poser les grandes questions de développement. Et voilà donc pour la première piste. Et cette contextualisation des débats
devrait prendre en considération ce contexte mondial qui est marqué d'abord par une crise d'instabilité, une crise des problèmes de marché, une stagflation marquée par le chômage, par la récession et en même temps par l'augmentation des prix. Qui dit cette stagflation dit réduction ou détérioration du pouvoir d'achat des citoyens et notamment dans les pays africains. J'ajoute que ce contexte-là que nous voulons de contextualiser davantage, il se manifeste en plus de l'instabilité par, ce qu'on appelle l'émergence des biens communs et par des nouveaux discours sur l'environnement, sur la lutte contre ce qu'on a, on peut pas même parler du passage de l'abondance à la rareté de l'eau, de l'énergie, de l'emploi, du blé, de la nutrition. Et c'est pour cela que je considère que surtout que cette contextualisation devrait toujours s'insérer dans le cadre de l'agenda africain 2063 et l'agenda des Nations Unies 2030 et en même temps des différents agendas nationaux africains pour qu'il existe une certaine convergence dans la réflexion en même temps dans l'énoncé des grandes questions de développement africain. Et on ne doit pas également oublier certains challenges qui résident dans les acquis africains, ce qui a réalisé dans la jeunesse africaine, et en même temps l'imagination sociologique des Africains, et en même temps des élites instruites qui ont une vision d'avenir, surtout que maintenant le monde il connaît énormément de problèmes au niveau de l'application de la loi, l'émergence du Sud global. Le Sud global maintenant est une nouvelle réflexion qui nécessite, à mon sens, cette contextualisation et l'émergence de ce nouveau discours. Parce qu'on parle maintenant du Sud global. Et quelle est la place de l'Afrique soit avec BRICS 1 et BRICS 2? Est-ce que vraiment on peut parler d'un Sud global? Quelle est sa mission? Quel est le poids de l'Union africaine dans le cadre de l'émergence du Sud global? Voilà donc, madame, la première piste. Je passe rapidement à la deuxième piste de progrès toujours. Il est question de revendiquer une place sous le soleil, parce qu'une fois qu'on réussit le corpus théorique, le cogito africain, ce que j'ai visé au début, l'objectif c'est de revendiquer une place de choix à l'échelon international. Surtout maintenant, il y a la ruée des grandes puissances, l'Amérique, la Chine, la Russie, ils sont tous là pour, c'est-à-dire ces nouvelles mutations nous poussent ici et maintenant de revendiquer une place parmi les grands pour dire et de bénéficier également de la concurrence des grands. D'où l'importance d'un leadership capable de négocier une nouvelle diplomatie économique, d'avoir un corpus des économistes, une vision pluridisciplinaire. Et surtout d'avoir, comme je l'ai dit, de revendiquer une place de choix. Et cette revendication d'une place de choix doit prendre en considération la pauvrophobie, parce que maintenant on dit l'Afrique, il est pauvre, l'Occident, il parle de la pauvrophobie ou bien de la migrophobie, c'est-à-dire on a peur de l'Africain, de l'immigration, et pour cela, le leadership doit répondre avec un nouveau discours où il met en considération surtout que il est question de connaître surtout, de réclamer la souveraineté de ce continent et en même temps sa souveraineté économique, monétaire, financière et de lutter surtout contre la servitude monétaire. À qui profite la CFA? Les frais le franc des colonies françaises d'Afrique. On ne peut pas concevoir un avenir pour l'Afrique sans connaître, comme je l'ai dit, de connaître et critiquer les effets de la servitude monétaire, comme l'a écrit Kaku, l'économiste Kaku Nabu-Kopo, hein, sur l'urgence. Voilà donc ma deuxième piste. Je passe rapidement au troisième piste de progrès. À mon sens, le troisième piste de progrès, il réside dans ce que j'ai appelé
le troisième piste, c'est de repenser, de, de, de repenser la pensée blanche. La pensée blanche, qu'est-ce que j'entends par la pensée blanche? C'est un livre que je conseille à nos doctorants ou peut-être à nos collègues qui sont là de lire cet ouvrage-là qui est publié en Afrique et qui parle de la pensée blanche. La pensée blanche, c'est pas une question de couleur, mais comment pense l'être blanc et comment il considère par rapport aux autres et quel est son projet historique, comment il domine le monde et quelle pensée d'autre que la pensée blanche qui devrait être partagée à l'échelon mondial. C'est pour cela la couleur, l'heure, plutôt la pensée blanche n'est pas une question de couleur, mais une question de compréhension et de savoir ce qui caractérise ce, cet esprit et cette connaissance et cette pensée blanche. Je pense à la quatrième piste. Il est question, ici et maintenant, de repenser la tragédie africaine de développement en relation avec la libéralisation, avec le libre-échange et les politiques d'ajustement structurel, leurs impacts sur le développement de l'Afrique et pourquoi l'Afrique n'a pas pu bénéficier de la concurrence mondiale. Est-ce qu'il existe une concurrence mondiale ou un monopole mondial? Quel est le rôle de l'État? Et c'est pour cela, dans le cadre de cette quatrième piste, il est question d'idéaliser, d'avoir un corpus également théorique pour réfléchir sur la tragédie du développement et de voir quel est le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est-à-dire d'idéaliser le rôle de l'État dans le cadre des modèles de développement, dans le cadre des modèles libéraux, et surtout pour voir quel est le rôle que devrait jouer l'État en Afrique pour ajuster, pour défendre la concurrence et en même temps de créer, d'améliorer le niveau de vie de la population et d'avoir une responsabilité sociétale dans la stratégie. Et c'est pour cela que je vise le leadership africain, pour voir comment l'État devrait prendre en considération sa responsabilité au niveau de l'industrialisation, au niveau de l'éducation, de l'économie du savoir, etc. Cinquième piste, il consiste à consolider les nouveaux paradigmes de l'économie du savoir et de l'innovation et de l'industrialisation. L'Afrique ne peut jamais être développée sans l'émergence d'une industrie, d'une souveraineté économique et sociale, et en même temps de l'innovation et de l'instauration d'une culture de l'économie du savoir et de la recherche. Et surtout avec les nouveaux, avec les jeunes, maintenant, il y a possibilité d'entamer une réflexion et en même temps une pratique de gouvernance de l'économie du savoir et en même temps de l'industrialisation des continents. Sixième piste, il est question d'adopter une stratégie de planification et d'avoir de nouvelles boussoles qui prend en considération le quotidien, c'est-à-dire de prendre en considération, c'est réalisable, les services publics, la nutrition, l'agriculture, l'eau, la santé. Là, il faut construire des hôpitaux, il faut améliorer l'accès de la population aux services publics et en même temps d'assurer les médicaments, de prendre les leçons qui ont marqué Covid-19 et en même temps la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Lorsque M. Sall du Sénégal, l'ancien président du Sénégal, il est parti pour négocier la rentrée du blé et comme l'Afrique manque une flotte maritime fiable, il n'a pas pu réaliser une fois que Poutine a accepté le cheminement du blé en Afrique. L'Afrique ne dispose pas d'une flotte maritime pour pouvoir cheminer le blé en Afrique. Ce sont les grandes puissances qui ont pu bénéficier, selon certaines de mes lectures, l'Afrique n'a pu bénéficier que 10% de l'offre russe. La même chose, il faut avoir un plan industriel cohérent qui se base sur la création, l'innovation et en même temps la capacité des capacités africaines et de donner surtout la pertinence et la place aux petites et moyennes entreprises. Parce que les petites et moyennes entreprises dans tous les pays du monde, ils jouent un rôle crucial
dans l'émergence et en même temps dans le développement de l'économie, dans tous les pays du monde. Et je termine par la septième piste. On ne peut pas créer. Cette septième piste, il est tributaire de ce que mes collègues l'ont déjà attaqué et traité, à savoir la gouvernance stratégique et cognitive de l'Afrique. On a besoin, comme je l'ai dit, d'une vision stratégique participative, premier point. Deuxième élément du septième piste, la réforme globale de l'Union africaine et le renforcement de ses structures et surtout la création d'une Cour des comptes africaine qui permet, à l'instar de l'Union européenne, de contrôler les projets de développement et en même temps la réalisation des politiques publiques. Troisième élément de cette piste, de cette septième piste, on a besoin d'une communication parce que l'anniversaire de la création de l'Union africaine ne montre pas beaucoup de réalisations. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est pour cela qu'il est question de communiquer avec l'environnement continental et d'adopter une nouvelle procédure de communication et d'information au sein des 54 pays. Et en même temps de voir, surtout de donner beaucoup d'importance à la recherche scientifique et à la codification du savoir. Parce que, comme l'a dit M. Ba à l'UNESCO, l'Africain M. Ba, il a dit un jour, lorsqu'un Africain est mort, lorsqu'un vieux Africain est mort, c'est toute une librairie qui brûle. Et le dernier point cette piste que je considère capitale, c'est l'évaluation des risques. Il faut évaluer les risques auxquels se heurte le développement et le développement de l'Afrique en termes de court terme, de moyen terme. Et comme l'a dit, c'est sûr, il y a des priorités, comme l'a dit l'économiste britannique Keynes, il faut raisonner dans le court terme parce que le long terme, on va tous mourir et 15 est mort. De même, il faut revoir l'évaluation et en même temps la révision de compte et des politiques publiques, les impacts des politiques publiques réalisées et de revoir l'enseignement de l'économie politique. Il y a moins de cours d'économie politique dans les universités africaines. Il est question ici et maintenant d'avoir une vision, économique nouvelle par l'enseignement de l'économie politique et des sciences sociales, d'avoir une vision critique pour comprendre les enjeux internationaux et en même temps pour comprendre la réalité et de percer le système de production mondial qui est marqué par la domination et je termine que cette piste-là, que cette septième piste du leadership africain ne peut être réalisée que par, le, par une économie de prospérité, une économie de développement et en même temps une économie qui ne peut être marchée que sur une diplomatie, que sur une démocratie. Et une démocratie, tous les pays du monde, tous les pays du Maroc, tous les pays de l'Afrique devront ensemble aider les pays africains à avoir une vision de la gouvernance et en même temps avoir une vision de la gouvernance démocratique. Et je vise et je conclus que le reste n'est que littérature. Et merci beaucoup, chère madame.